À nouveau, bienvenue et merci. Je suis donc très heureux, et ils vont se présenter plus en détail en quelques secondes, d'accueillir Lionel Richard, qui est le vice-président du board pédagogique du MBA Health, mais aussi et surtout son directeur adjoint, et puis Rémi Teston, qui est vice-président du board pédagogique et qui est directeur général et consultant à travers Carem Factory, mais aussi le buzz e-santé. Lionel, Rémi, quelques mots d'introduction. Rémi, à toi l'honneur. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je travaille énormément avec différents acteurs de santé et je vois bien l'évolution un peu des différents métiers et l'impact qu'a aujourd'hui le numérique sur l'ensemble de différentes industries du monde de la santé. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de développer de nouvelles compétences et d'essayer d'acquérir du coup de nouvelles compétences pour essayer d'avancer dans cette transformation de l'ensemble des acteurs de santé. Et donc c'est pour ça que je suis ravi de participer donc à ce MBA. En tout cas, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Lionel Richard, sous le nom de blogueur de PharmaGeek sur les réseaux sociaux. Je suis particulièrement content d'être là, l'impression de boucler un peu une boucle, puisqu'il y a une dizaine d'années maintenant, j'aurais pu être à votre place à écouter Vincent, ce que j'ai fait, puisque j'ai moi-même fait un MBA en digital marketing en 2012, MBA créé par Vincent déjà à l'époque. Vincent a été mon prof, mon mentor, et aujourd'hui, je l'ai accompagné sur le projet du MBA DMB, et puis est venue l'évidence que face à la transformation de la santé, il fallait absolument améliorer l'accès aux compétences digitales, l'accès à la compréhension de la transformation du marché. Et c'est pour ça qu'est née l'idée du MBA DMB Health. Merci beaucoup. Merci Lionel. Pour info, aujourd'hui, quand j'ai besoin de comprendre quelque chose dans la santé, j'appelle Lionel. Hein. Les rôles se sont inversés. Merci Lionel pour cette introduction. À nouveau, bienvenue à vous tous. Et on va tout de suite, donc moi, pour ma part, je vais recadrer l'origine du MBA, vous présenter très rapidement son programme et j'introduirai le contexte dans lequel on vit et dans lequel le secteur de la santé doit répondre. Alors l'origine de ce MBA, c'est un MBA qui est au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication, cette vieille dame de plus de 60 ans qui a su se réinventer régulièrement. Ce MBA est classé numéro 2 par EdUniversal dans le classement des meilleurs masters dans sa catégorie e-business et c'est évidemment une formation enregistrée au RNCP niveau 1, ex-niveau 7 puisque toute la nomenclature a changé. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel est le MBA et il y a en effet 5 ans puisque c'est depuis 5 ans que j'ai fondé ces différents MBA. Pour ma part, j'ai un double parcours. J'ai fêté mes 50 ans pendant le confinement et j'ai un double parcours de 25 ans d'expérience, à la fois entrepreneuriale, une start-up dans le domaine du recrutement aux belles années du net, et puis une autre start-up dans le domaine du travail collaboratif et du télétravail, bien avant le Covid. Et ensuite, j'ai créé mon agence de marketing et de communication digitale qui, en 13 ans, est devenue l'agence Grenade & Sparks, qui a changé de nom il y a quelques mois, et j'en étais le directeur associé, 70 personnes et différents annonceurs. Ça, c'est ma carrière business, et puis j'ai une carrière de pédagogue. J'ai créé, il y a 23 ans, à l'âge de ma fille, le premier MBA au pôle universitaire Léonard de Vinci, que j'ai dirigé pendant 14 ans. J'ai également, au sein de l'ESSEC, designé le parcours digital du Master Marketing Management Digital et j'ai enseigné pendant 10 ans et fait le tour de France des écoles de commerce, toujours sur les sujets de la transformation digitale et des nouveaux métiers possibles. Et il y a donc 5 ans, j'ai abandonné ces 2 voies pour fonder le MBA que je vais vous présenter. Et puis, j'ai 2 autres activités aujourd'hui. Je suis le vice-président de l'AXEL, qui est l'association de l'économie française, de l'économie numérique française. Là, j'anime 2 thématiques, un grand baromètre qui s'appelle Croissance et Digital, qui va sortir au mois de décembre, et qui mesure notamment au sein des PME et TPE comment, grâce au digital, elles sont en croissance versus celles qui sont en train de chuter. Et puis, toute une autre commission qui s'appelle Reinvent Work, sur la réinvention du travail et le digital au service finalement de l'humain et des projets professionnels. Et enfin, je suis membre du conseil d'administration du CPA, le collectif pour les métiers du marketing digital. Et là, j'anime une commission sur job et compétences
vous l'avez compris, ma passion, c'est aller coller au réel, trouver les compétences du marché et organiser ensuite les différentes rencontres pédagogiques pour y arriver. Et puis, c'est une rencontre qu'on a fait également avec le Hub Institute. Vous l'avez peut-être vu, ils sont partenaires. On était tous les trois au Forum Digital Health qu'a organisé le Hub Forum. C'est un think tank avec des événements et c'est une collaboration exclusive puisque le Hub Institute enseigne, vous avez accès aux différents événements et surtout aux différents contenus privilégiés du Hub Institute. Ces 3 rencontres, elles ont donné naissance 5 ans plus tard, puisqu'on rentre dans notre 5e année, à 6 programmes et 7 campus. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'idée générale, c'est que vous ne rentrez pas dans le MBA Health tout seul dans une bulle, vous rentrez également dans une communauté et dans le digital, c'est plus qu'important. On a donc un full-time, 6 mois de cours, 6 mois de mission en entreprise à Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier et Paris. On a un part-time généraliste, comme vous, Health, 3 jours par mois pendant 14 mois. Il est présent à Paris et on arrive à la 4e promotion au mois de janvier à Alger avec l'INSAC Business School, notre partenaire. On a également coproduit avec l'ESCA, qui est dans le top 5 français des écoles de commerce, sur le campus de Shanghai, depuis 4 ans maintenant, un double degré, où là, ils apprennent le digital européen, mais aussi le digital chinois. Il se situe à Shanghai, en tout cas en 2021, on l'espère. Et en octobre, en novembre, donc à l'automne 2020, 3 nouveaux programmes. Le programme dont on parle aujourd'hui, le Part-Time Health, on va y revenir. Un autre part-time intitulé Beauté et Cosmétique, qui est coproduit avec l'IB-CBS, l'école leader autour des métiers de l'esthétisme, et puis surtout la Cosmétique Valley, autour de LVMH et L'Oréal, le cluster français, qui d'ailleurs nous a demandé quasiment de créer ce programme. Enfin, un nouveau programme au sein du groupe avec les FAP, il y a d'autres écoles. Il y a une école leader aussi depuis des années sur le management des arts et de la culture, l'ICAR, et on a lancé cette année un full-time dans le domaine de l'art et de la culture. Alors, on ne fait pas ça tout seul, ni même tous les 3 pour concevoir tout un programme. C'est un écosystème depuis 5 ans qui allie les grandes associations interprofessionnelles à des grandes entreprises telles que Microsoft, IBM, ou l'OMD dans le domaine des médias. Et puis, vous l'avez vu, il est venu se colorier autour de RCS, le réseau communication et santé, qui réunit les directeurs marketing et communication de la santé, avec le Buzz e-santé, mais le club digital santé, AXA, Unitech à Bordeaux, où beaucoup de startups sont incubées dans le domaine de l'e-santé, et évidemment la French Tech Shanghai, et d'ailleurs, on en reparlera, il y a un cours sur le digital chinois et l'e-santé en Chine. Ça, c'est pour l'ensemble des MBA et des MB. On a créé, pour concevoir ce programme, en compagnie de Rémi et Lionel, un board pédagogique qui est présidé et co-présidé par Emmanuel Vivier et Vincent Ducré, qui sont les fondateurs du Hub Institute, et vous l'avez vu, hein, qu'on développait une thématique autour de la santé et digitale. On les remercie, on est très fiers d'être avec eux. On vous a présenté Rémi et Lionel, mais il y en a d'autres. Par exemple, vous avez dans le board honneur aux dames Frédéric Sass, qui est donc la présidente de RCS, le réseau communication santé, et qui est directrice des affaires publiques et communication de BMS. Donc, on voulait vraiment que dans le board soient représentés tous les secteurs, toutes les tendances. C'est pour ça aussi qu'on a demandé à Anne Buisson, qui est la directrice adjointe de l'association AFA, donc une association de patients. Hein, donc, on voulait que dans une logique d'une santé qui se transforme, qui devient plus patient-centrique. Alors, on pourra toujours discuter de ce terme-là, mais en tout cas, on voulait que le patient soit incarné dans le board et qu'on ait vraiment une réflexion autour du patient dans notre approche. Et puis Thierry Vermeuren, qui est notre représentant belge, qui dirige un événement, le patient numérique, avec lequel on sera partenaire d'ailleurs dans quelques semaines, qui est le référent e-santé de la Wallonie et qui a lancé 150 nuances de e-santé, qui est un dispositif d'évaluation de 150 solutions de e-santé sur 10 pays
justement sur une évaluation d'usage, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans la e-santé, et donc qui est un spécialiste de l'hôpital, et c'est d'ailleurs lui qui donnera les cours sur l'hôpital 2.0. Et justement, pour essayer d'avoir des profils aussi très différents, nous avons Pierre-Yves Collin qui travaille donc chez Carmat. Donc, c'est un point de vue très technologique, puisqu'il travaille notamment sur tous les cœurs artificiels. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi ce côté industriel techno qui va nous apporter aussi beaucoup de choses dans la construction pédagogique. Toujours sur ce côté un peu plus technologique, nous avons aussi Robert Chu, qui dirige Emblema, qui est une solution basée sur la blockchain dans le domaine de la santé. Donc, c'est une des premières sociétés qui travaille vraiment sur ce sujet de la blockchain en santé. Et puis, nous avons un point de vue aussi intéressant avec Didier Ménessier, qui a beaucoup de casquettes. Déjà, il est hépato-gastro-entérologue, donc c'est important déjà d'avoir un praticien aussi dans le board. Il est aussi directeur des systèmes d'information et du numérique au sein du service santé des armées. Et puis, si vous naviguez un peu sur les réseaux sociaux, il est connu sous le nom de Médecin Geek, puisqu'il a aussi un blog et il fait beaucoup d'activités autour des sujets souvent hépato-gastro-entérologie. Et enfin, pour terminer, parce qu'on voulait couvrir l'ensemble de cette chaîne de valeur, Franck Desvignes, le patron de l'innovation et des labs chez AXA, et puis Jérôme Delabrief autour de la fluidité des données et des liens avec notamment le groupement Carte Bleue et donc la future carte aussi et la transmission de données en santé. Et enfin Microsoft, puisque c'est d'ailleurs, ils viennent de nommer un nouveau directeur du secteur de la santé qui nous rejoindra. En attendant, Sébastien Imbert, le directeur marketing de Microsoft, nous accompagne. Alors, ça, c'est pour le programme. On va y revenir, mais notre MBA, c'est pas qu'un programme. C'est également une expérience. Cette expérience, elle est là pour illustrer que dès qu'on peut transformer un acte pédagogique en une action professionnelle et la rendre visible pour votre propre projet, c'est absolument notre mode de fonctionnement. Quand vous travaillez sur le cours de l'emailing, eh bien, avec d'ailleurs Bruno Florence, le président du SNCD, qui est le pape de l'emailing en France, vous travaillez sur des projets réels, évidemment, dans le secteur de la santé. On va parler de la transformation digitale du monde et notamment de la santé. Et vous allez réaliser vous-même des masterclass qui sont médiatisées. Et j'en profite pour saluer Arnaud Châtel, le responsable pédagogique qui est avec nous, je crois, ce soir. Merci Arnaud, qui anime tout cet aspect-là. Et d'autres exemples, quand on va vous former au AdWords ou vous former à l'e-commerce via PrestaShop, le partiel, pour reprendre un ancien terme très numérique, c'est pas un partiel, c'est une certification professionnelle et vous pouvez évidemment, au-delà d'une bonne note, tout d'un coup, ça devient un savoir supplémentaire sur un CV et un projet professionnel. Et puis, beaucoup d'événements en dehors des enseignements, et Lionel l'a cité, le Passion numérique, alors que la formation n'aura même pas commencé, les étudiants déjà inscrits vont avoir un accès privilégié à la fois on et off et vont aider à amplifier ce type d'événements autour du Passion numérique. En dehors du programme et de l'expérience, notre autre fil rouge, c'est un cours qui s'appelle « Réussir son projet professionnel ». Parce que notre conviction, c'est qu'un MBA part-time, c'est le temps long de la transformation individuelle et qu'un individu, il est unique. Votre singularité, elle vient de votre premier parcours, de ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, de ce que vous avez envie de faire demain. Et avec une grande dame de ce métier-là, Catherine Grandcoin, ancienne directrice marketing de TF1 et Canal+, pré-numérique, elle a fait la transition et depuis ce nouveau siècle, elle a décidé d'accompagner les cadres dirigeants dans la construction de leur projet professionnel et elle a accepté de déployer au sein du programme toute une démarche avec vous à la fois individuelle et collective, encore une fois pour un projet unique qui est le vôtre. Revenons maintenant au cœur du sujet à travers le programme. La rentrée le 2 novembre 2020, elle commence par une semaine bloquée, 5 jours, et on retrouve 14 mois plus tard, 13 mois plus tard, les 5 jours également bloqués. La première semaine, c'est une compétition d'intégration. On a un magnifique annonceur, une très belle organisation qui va venir vous voir et qui va vous dire « voilà mon problème, on est lundi à vendredi ». En parallèle, on va construire avec vous un esprit de promotion, on va commencer à établir les bases, à mettre tout le monde à niveau sur l'économie digitale
puis plus tard l'économie de l'e-santé. Et ensuite, vous avez des séminaires de 3 jours par mois, le mercredi, jeudi, vendredi. Ces séminaires, ils distribuent l'ensemble des cours et vous le voyez dans la plaquette, vous avez des blocs, les blocs blancs, c'est ceux issus du savoir-faire du MBA DMB autour de la transformation digitale de l'économie, parce qu'il n'y a pas que les business, mais il y a aussi les business. C'est là qu'on vous forme à PrestaShop, c'est là qu'on vous forme aux principes de disruption, aux nouveaux modèles. Le cœur, c'est le marketing et la communication digitale. Là, et encore une fois, je crois que Sophie vous a laissé la plaquette, vous avez tous les détails des cours. On peut résumer en tous les outils de création de trafic, et ils sont nombreux, tous les outils de construction de mon objet digital, site web, interface de frigo, de montre ou de voiture ou de casque virtuel pour les patients. Bref, la gestion de projet, c'est là qu'il y a la couche, le vernis technologique. On ne vous transforme pas en développeur, mais vous avez besoin d'avoir une compréhension de cet écosystème technique-là. Et enfin, le management de projet digital, qui est le cœur du digital. On fait tous de la gestion de projet. 2 autres modules sur l'individu média, reformuler le social média, mais qui part de vous, et puis le monde de la data. Tous ces cours-là sont des cours coloriés autour de la santé. Et il est clair que je prends le social media et le community management. Il y a un cours général pour voir ce qui se passe sur l'ensemble du marché B2C et B2B. Et tout d'un coup, un autre cours. Ah oui, mais dans la santé, ça va pas être la même histoire. Voilà pour le cœur du DMB, Digital Marketing and Business. Et puis, vous le voyez, 3 modules importants autour de la santé 2.0, et ce sera l'objet de l'exposé de Lionel sur qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les nouveaux enjeux. Et vous aurez ainsi la perception de tout ce que vous allez apprendre et de notre ligne éditoriale. Et après, Rémi va revenir sur le cœur de notre démarche et sans doute ce pourquoi on a fait ce MBA, c'est-à-dire le patient et patient-centrique. On retrouve la dernière semaine où vous avez une compétition. Il y a enfin tout en bas un fil rouge qui s'appelle la thèse professionnelle. Et cette thèse professionnelle, c'est les quelques séminaires le samedi matin, 5 séminaires qui vont nous permettre d'avancer sur votre thèse professionnelle. La thèse professionnelle n'est pas un sujet d'un labo universitaire ou de l'ego de Vincent Montel, Lionel et Rémi. C'est votre sujet. Il sert soit l'entreprise, soit votre projet professionnel. Notre ambition est qu'à la fin de cette thèse, ça devient pour vous l'étendard, la légitimité de votre nouveau projet professionnel. Et j'ai 2 exemples avec émotion des étudiantes de notre part-time classique, mais qui avaient pris déjà la santé comme thématique. Lynn Gouffon-Le Guavny, qui est passée sur BFM il y a quelques jours pour blockchain et santé. Après son ouvrage, elle a une start-up incubée au sein de Ratechnologie à Lille. Et puis Isabelle Fédieux, qui a fait sa thèse parce qu'elle était touchée dans sa famille sur le Parkinson juvénile, qui n'avait pas grand-chose pour accompagner les patients de Parkinson. Elle en a fait une thèse professionnelle. Elle est aujourd'hui la correspondante numérique de France Parkinson et la responsable des hackathons Tech for Good à l'école 42. Il n'y a pas de meilleur exemple qu'une thèse prise dans un projet professionnel. Voilà pour le cadre général. Très rapidement en introduction, on lance un MBA dans un contexte compliqué. C'est un best-of d'un séminaire qu'on avait fait avec Stratégie il y a quelques semaines, juste avant l'été, où on s'est dit, ben oui, en 2 ans, en 2 mois, on a gagné 2 ans. Alors, est-ce qu'on est partout sur les Smart Cities? Qui transforme le mieux le digital? Vous avez peut-être vu ce tweet passer au début du confinement aux États-Unis. Est-ce que c'est le patron technique? Est-ce que c'est le patron de la transformation digitale? Ben non, c'est le Covid qui nous a tout transformé. Mais est-ce que la maison brûle? Est-ce que l'ensemble de nos valeurs et des process classiques sont en train de tomber à l'eau? On peut ressortir en fait 3 grandes priorités aujourd'hui, quels que soient les annonceurs dans la démarche du marketing et de la communication. D'abord, l'expérience utilisateur. Ce n'était pas nouveau, c'est ce qu'on appelle l'approche UX. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, il faut emmener l'employé, emmener le patient, emmener finalement le citoyen, et qu'on ne peut plus traiter de l'expérience sans qu'elle englobe tout le monde avec bienveillance, agilité et empathie. Au sein du marketing digital qui connaît des croissances en termes d'outils assez fortes, il y a évidemment
la notion de CRM, de relation client, qui prend beaucoup, beaucoup d'importance. La data et l'IA, ça, c'est pas nouveau, hein. Avant le Covid, ou la Covid, pardon, on avait l'IA. Mais ce qui est très important, c'est l'explosion de l'e-commerce chez les annonceurs en direct et dans le monde traditionnellement physique qui a basculé. Enfin, une utilité sociale avec du sens et l'aspect RSE durable. Évidemment, la santé a toute sa place dans cette priorité. Mais attention, on a connu le monde d'avant, on a eu le monde pendant, le calme, la nature, le retour du yoga, et puis on voit que le monde d'après est loin d'être aussi calme que le monde pendant et très différent du monde d'avant. Des conséquences dans les rapports entre les annonceurs, les agences, les prestataires, une accélération des usages, on y reviendra, de toutes parts, un aspect attention de l'action, pas du discours. Vous avez peut-être vu passer des publicités à sens de certaines marques où tout le monde s'est dit attention. Et puis, à côté de ça, il y a la fracture digitale, on en reparlera pour la santé, c'est essentiel. L'électronisme, en France, c'est 11 millions de personnes, et pas une question de génération, qui n'ont pas accès ou qui ne savent pas comment avoir accès. Et évidemment, cette fracture digitale avec les plans sociaux, avec le chômage, elle nous dit pas, elle nous fait pas dire vive le digital et tout est beau dans ce monde-là. Ce qui est très intéressant, c'est que le Covid a changé les business et la pyramide de Maslow. Vous connaissez tous cette fameuse pyramide, et quand on regardait l'e-commerce, c'était des besoins physiologiques de sécurité, voire d'appartenance. Les besoins physiologiques et de sécurité, la base, n'étaient pas les premiers leviers de l'e-commerce. Et quand on voit sur votre gauche l'impact du Covid sur les achats en ligne, eh bien, il y a eu d'abord se nourrir, la banque et l'assurance, la santé. Donc, tout de suite, on a bien compris que la santé allait prendre de plein de fouet cette transformation. Quant à le divertissement, les nouveaux usages se sont développés autour des plateformes de streaming. Les réseaux sociaux ont gagné 47%. L'écoute de la musique, n'en parlons pas. Et puis, les applications mobiles qu'on avait dit obsolètes ont connu elles aussi, en temps passé, un énorme bond. Ce qui est plus intéressant, c'est les marques ou les usages qui existent à travers cette période de confinement, de post-confinement, l'explosion du gaming. Vous avez vu, hein, les Fortnite, les marques qui commencent à faire du recrutement, des événements au sein des jeux vidéo. L'explosion, comme ce soir, de la visio. On est tous devenus des zoomers avec tous les problèmes que ça peut poser. Évidemment, le partage de la vidéo et l'explosion de TikTok qui a fait basculer les vieux sur TikTok, parce que les stars de la télé ont passé jusqu'à l'interdiction par Trump de TikTok. L'explosion des vidéos de chat, des chats de groupe, de ces nouveaux outils tels que Discord qui permettent d'animer les groupes, et puis Doctolib, vous l'avez vu, qui, en termes de consultation médicale online, a connu des jours incroyables et des très belles opérations. Pour conclure, on est né, Lionel, Rémi, de la nouvelle économie, ce terme un peu désuet du siècle passé, mais on est passé de la nouvelle économie à la next economy, à l'économie prochaine, dans lequel le digital sera au cœur, mais pas simplement lui. L'aspect RSE durable et humain à sens, évidemment, sera au cœur de la prochaine économie, avec un autre pilier qui est celui de la santé. C'est toute la question que j'avais envie de poser à Lionel. Est-ce que la santé est prête? Merci beaucoup, Vincent, pour cette mise en perspective, il ne faut pas dire cette mise en abîme de cette transformation digitale, parce qu'effectivement, on voit qu'elle nous impacte au quotidien et qu'elle a transformé nos façons de travailler, nos façons de nous soigner aussi. On a vu l'explosion de la téléconsultation, tu l'as évoqué pendant le Covid, et puis effectivement l'explosion de la virtualisation des soins en général. Je voulais démarrer par cette live. Ce que j'ai envie de vous passer comme message, c'est pas un MBA de la pharma, c'est pas un MBA de l'assurance, c'est pas un MBA du système de soins, c'est un MBA de la santé au sens large. Et donc, c'était important de rappeler que la santé, d'abord, c'est l'un des principaux secteurs au niveau mondial. C'est 12 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui est très appétant, y compris pour des nouveaux entrants comme les GAFA, et on en parlera. Ils sont très présents
dans cet écosystème. La santé a un énorme avantage, c'est que c'est 100% de clients potentiels. On sera tous à un moment donné patients, on l'a tous été, on le sera tous, on l'est peut-être aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une réalité qui nous touche, qui touche nos proches et c'est vraiment un sujet extrêmement important et que c'est un système qui est assez conservateur, donc avec des acteurs traditionnels assez importants, des assureurs, de la pharma, des États, mais qui sont extrêmement challengés aujourd'hui par des nouveaux entrants, que ce soit côté health tech, des startups, ou que ce soit des gros acteurs technologiques ou d'autres secteurs qui veulent entrer là-dessus. Et c'est un secteur qui a un retard historique sur le digital parce qu'une zone de confort trop grande, parce que un métier très particulier. Je vous ai mis à côté justement ce petit document qui montre sur l'assurance, sur la pharma et sur la santé en général, où est-ce qu'ils en sont de leur transformation. Alors c'est vrai que si on regarde la santé en général, on est sur un secteur qui est extrêmement régulé, quasi public, avec beaucoup d'interactions avec un écosystème, des clients, avec un besoin d'équipement très fort, parce qu'on a quand même, pour délivrer la santé aujourd'hui, beaucoup de soignants, et on a encore plus de soignés. Et donc, tous ces gens-là ont besoin d'être équipés, ont besoin d'être informés, ont besoin d'être transformés. Et donc, des énormes besoins dans ces secteurs-là et pourtant une maturité qui est très, très basse. Si tu veux bien changer de slide. C'est fait. Donc, effectivement, on a une chance dans notre malheur, c'est que les choses se structurent. Comme je l'ai dit, la santé est quelque chose quand même d'assez régi par un cadre réglementaire, par tout un système de soins. Et depuis 3 ans maintenant, en France, il y a cette feuille de route de l'accélération du numérique en santé. Il y a cette déclinaison avec Ma Santé 2022 qui est portée par le ministère de la Santé et par l'ensemble des agences. Et donc, il y a une vraie création des services de base, des services socles, comme ils sont appelés, de cet état plateforme que la personne qui conduit ce projet a développé en concept. Et donc, on commence à avoir un petit peu tout ce qu'il faut de ce que sera le futur DMP, hein, le dossier médical, de ce que sera le futur espace de données pour chacun des citoyens, de ce que sera le Health Data Hub, l'endroit où on va avoir les données de santé qui nous permettront de mieux comprendre l'état de santé de la population. Et puis, le Covid a peut-être accéléré de 2 ans le digital dans certains domaines, mais c'est plutôt 10 ans dans la santé ces derniers mois parce qu'on a tout d'un coup, on est passé de 0 à 1000 pour la téléconsultation. Donc, c'est clair que ça a été des grands accélérateurs et on a vu enfin des systèmes comme Covidom, vous avez peut-être entendu parler, qui fait du télésuivi des patients à domicile atteints de Covid. Donc, on a compris que le télésuivi, la télémédecine, que la virtualisation des soins, que des objets connectés, et puis, je vous parle même pas de la communication autour de la santé. On l'a tous vécu ces derniers mois et on voit l'importance de bien communiquer, d'utiliser les bons canaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Internet, pour pouvoir passer la bonne information. Slide suivante. Donc, il y a vraiment une accélération qui se fait. On le voit d'ailleurs en financement dans la health tech. Le financement sur les 6 premiers mois, vous allez sur Rock Health ou Startup Health, qui sont les 2 grands sites américains qui nous donnent un peu un ordre d'idée. Vous voyez, sur les 6 premiers mois de l'année, on est déjà à plus de 9 milliards de dollars qui ont été investis dans la health tech, contre 6 ou 7 milliards les années auparavant. Et c'est sans compter début août, avec la plus grosse fusion dont je vais parler tout à l'heure, de 18 milliards dans le domaine de la santé digitale. Et on voit bien aussi que si vous prenez l'écosystème de la pharma, par exemple, le plus gros laboratoire qui est Roche fait à peu près 48 milliards de chiffre d'affaires, fait à peu près 220-230 milliards de capitalisation boursière. 230 milliards de capitalisation boursière, c'est le chiffre d'affaires d'Apple ou d'Amazon. La capitalisation boursière d'Amazon ou d'Apple, elle atteint quasiment 1000 milliards aujourd'hui, donc 4 fois plus que le plus gros labo pharmaceutique. On voit bien que ces nouveaux entrants qui rentrent dans la santé viennent tout bousculer. Amazon est en train de révolutionner la distribution des médicaments. Apple est en train de faire des partenariats comme avec Singapour et sa dernière Watch pour gérer l'état de population d'un pays. Google arrive avec des gros projets de génétique ou des plateformes de digital thérapeutique dans le diabète. Donc, on voit que tous ces acteurs-là arrivent et bousculent et nécessitent qu'on se mette à jour pour bien comprendre pas ce qu'est la santé d'aujourd'hui, mais ce que va être la santé de demain.
parce qu'elle va se redistribuer complètement. Slide suivante, s'il te plaît. Donc cette fusion qui est arrivée début août et qui n'est pas inclue dans les milliards qui ont déjà été levés depuis le début de l'année, c'est Teladoc, qui est une société, la plus grosse société américaine de téléconsultation, et Livongo, qui est une plateforme de gestion des maladies chroniques, notamment du diabète. Donc on a tout d'un coup ce qu'on appelle une digital thérapeutique, c'est-à-dire une plateforme qui va aider à traiter une population sur une pathologie, et puis un moyen de distribution qui est la télémédecine, qui va permettre de toucher les gens, de les suivre, de les inciter à utiliser. Et donc, voilà, on a une vraie structuration du marché de la santé digitale. Et ça, c'est un signe d'accélération qui ne trompe pas. On a vraiment une année charnière en 2020. Et c'est vraiment maintenant qu'il faut arriver à comprendre comment ces mécanismes-là vont se mettre en place demain et vont impacter du coup tous les acteurs, que ce soit les assureurs, que ce soit la pharma, que ce soit un certain nombre de choses. Et pour finir, je vous ai partagé quelques rapports. Alors, ça, c'est un rapport qui a été fait avec Novartis sur l'état de la relation de la tech avec la pharma. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la pharma est très en retard sur ces sujets d'évolution digitale et que la tech l'a bien compris et en tout cas sent aussi qu'il y a une année charnière pour pouvoir développer ce digital au sein de l'industrie pharmaceutique. Et pour travailler avec eux tous les jours, ils sont en plein dedans sur la virtualisation notamment des contacts avec leurs clients, que ce soit bien sûr les professionnels de santé, que ce soit aussi les patients, et puis l'écosystème au sens large des hôpitaux, des pharmacies. Slide suivante. Un autre rapport qui a été publié il y a quelques mois maintenant, c'est le rapport du Conseil national du numérique, justement sur cet aspect santé, sur la notion de confiance, sur le cadre qu'il faut pour pouvoir faire avancer la santé numérique, avec effectivement mettre le doigt sur le besoin d'acculturation et de formation des acteurs. Donc là aussi, il y a d'énormes besoins qui ont été repérés. Il y a d'ailleurs des groupes de travail sur la formation au sein du ministère pour pouvoir revoir de la formation initiale des médecins ou des pharmaciens ou d'autres soignants à la formation continue de toutes ces populations-là. Comment est-ce qu'on les forme avec le numérique? Comment est-ce qu'on les forme au numérique pour pouvoir délivrer la santé de demain? Autre rapport il y a quelques semaines de l'Institut Montaigne sur l'e-santé qui montre d'abord le potentiel de valeur et de marché de la e-santé. Hein, donc, on parle de 16 à 22 milliards d'euros. Donc là aussi, ça peut être très important et puis qui met le doigt aussi sur ce besoin de formation des acteurs du système pour pouvoir délivrer ce soin numérique, utiliser l'intelligence artificielle, comprendre les conséquences, y compris sur l'éthique. J'étais tout à l'heure avec les responsables du CHU de Dijon qui ouvrent un DU dédié à l'intelligence artificielle. On a récemment un DU dédié à l'éthique dans l'intelligence artificielle en santé qui s'est ouvert. Donc, on voit que les formations se multiplient et c'était extrêmement important pour nous aussi de pouvoir offrir une formation qui soit complète à la fois sur le marketing digital et à la fois sur les aspects business, parce que pour nous, les deux sont pas séparés. On a besoin de gens qui ont une vision à 360 de la transformation de l'écosystème et des conséquences à la fois sur le fonctionnement de l'entreprise, la délivrance de l'information et puis la construction des solutions numériques de demain. Et puis les deux derniers rapports, un que j'ai publié la semaine dernière, et d'ailleurs notre camarade Franck Desvignes, qui est le responsable de l'innovation chez AXA, en est l'un des co-signataires, hein, dernier rapport sur l'insurtech, qui montre combien l'assurance est en train d'être complètement bouleversée par des nouveaux entrants, des nouveaux fonctionnements. Vous avez peut-être entendu parler d'Oscar aux États-Unis, d'Alan en France, qui est l'une des licornes. Tous ces acteurs traditionnels sont très bousculés aux entournures. Et finalement, la solution, c'est soit tu co-crées, soit tu meurs. Donc, il y a un moment donné, il faut travailler en collaboration, il faut travailler avec cet écosystème digital, il faut faire de l'open innovation, il faut faire de l'incubation de start-up. Et là aussi, c'est des choses que vous allez apprendre dans ce MBA-là. On va vous apprendre à travailler dans cette gestion de projet, dans cette co-création, on développe autant des soft skills que des hard skills. Et vraiment, l'idée, c'est aussi de vous rendre agile et de vous aider à comprendre cet écosystème. Et puis, pour terminer, je l'ai diffusé ce matin, puisque tous les jours, je publie sur LinkedIn ce rapport de Deloitte qui a été publié il y a quelques jours sur la transformation digitale et la préparation de l'Europe de santé de demain, où ils ont interrogé 1800 médecins à travers 7 pays européens. Alors malheureusement, la France n'est pas dedans, mais
justement sur comment ils voyaient l'impact du digital demain sur la relation à leur travail, sur la relation, leur interaction avec les patients. Et puis, la vérité aurait été vraie aussi dans l'interaction des patients avec leurs professionnels de santé. Et donc, on voit que la transformation est extrêmement importante. Et là aussi, la formation, le besoin de formation a été mis en avant, aussi bien pour les citoyens, pour les patients, que pour les professionnels de santé et les acteurs du système. Donc, c'est extrêmement important. Et sur ce sujet du patient, on sait qu'il est au cœur de la réflexion et c'est pour ça que je passe la parole à Rémi. Merci Lionel. C'est effectivement aujourd'hui, le patient devient un véritable acteur de santé. On l'a vu avec l'émergence du coup de ce qu'on appelle la notion de patient empowerment, où l'idée c'est que le patient aujourd'hui, grâce au numérique et à l'accès à un certain nombre d'informations, d'outils, gagne une certaine autonomie dans la gestion de sa maladie. Tu peux passer à la slide suivante. L'idée derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, le patient est vraiment acteur de sa santé, grâce à l'émergence d'un certain nombre de solutions, d'objets connectés, qui soient centrés vraiment sur la santé, le bien-être. Le patient peut gagner en autonomie, il peut du coup suivre au quotidien sa santé, s'auto-mesurer, s'auto-diagnostiquer, et derrière ça, ça permet notamment de démocratiser l'autosurveillance dans certaines maladies chroniques, et du coup, le patient devient un véritable acteur et moteur dans la gestion de sa santé. Écran suivant. Et du coup, il est acteur de sa santé, mais il est aussi acteur de santé. Il faut savoir que le patient, aujourd'hui, prend une place à part entière dans le système de santé. Il y a des représentants patients maintenant au sein de l'ensemble des organisations. Ils sont présents pour faire entendre la voix des patients et essayer justement de montrer un peu tous les usages des citoyens au sein de l'organisation du système de santé. C'est vrai qu'on a tendance à parler du patient dans cette organisation plutôt comme un acteur qui va partager l'expérience de la maladie plutôt que de la maladie elle-même. C'est vrai qu'on avait tendance à être centré vraiment sur la pathologie, sur le diagnostic, les traitements, et le patient apporte aussi vraiment tout ce côté expérientiel autour de la maladie qui est très important pour les patients, d'avoir le vécu au quotidien, que ce soit des patients, mais aussi, dans certains cas, des aidants qui sont très importants. Et d'ailleurs, pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, Vincent, je t'en prie. Il y a même un diplôme, en fait, de patient expert. Exactement. Il y a notamment aussi une université qui s'est montée, l'université des patients, qui forme justement ces patients experts pour pouvoir justement faire entendre la voix des patients et être au plus proche des préoccupations des patients, qu'elles soient intégrées dans les décisions au niveau de l'organisation des soins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, au sein du board pédagogique, on a choisi aussi d'intégrer donc Anne Buisson, qui est une patiente et représentante d'une association de patients, pour justement que cette voix du patient soit aussi intégrée tout au long de ce parcours de formation, puisqu'on l'a dit, le patient est central, et on est en train de réfléchir aussi donc au sein du board avec Anne comment intégrer du coup un patient dans ce parcours de formation. Donc ce qui est important aussi, donc écran suivant, c'est que le patient aujourd'hui a pris une nouvelle place face aux professionnels de santé. Ça a changé, ça a bouleversé la relation qu'il y avait donc d'une manière initiale entre le professionnel de santé et le patient. Il n'y a plus la position en fait, du sachant, du médecin, un peu descendante vis-à-vis du patient. Le patient se retrouve avec un accès à l'information de plus en plus large grâce à Internet et au digital. Et du coup, le savoir médical n'est plus la seule propriété du médecin. Et donc, ça change la façon dont le médecin et le patient interagissent avec beaucoup plus, du coup, d'échanges autour des différents aspects de la prise en charge, du diagnostic, du traitement, etc. Écran suivant. Et du coup, au-delà du savoir médical qui est partagé, il y a aussi du coup la décision médicale qui est partagée. On le voit, le numérique permet vraiment de démocratiser l'autodiagnostic, mais seulement cet autodiagnostic, quand on le fait uniquement à base d'outils, ne prend pas en compte vraiment tous les aspects et toutes les caractéristiques de chaque patient, que ce soit des caractéristiques contextuelles au niveau social, les aspects psychologiques, etc. Donc, malgré le déploiement de toutes ces solutions numériques, c'est vrai que l'humain doit rester central. Et du coup, la décision, notamment dans la prise en charge du patient, que ce soit notamment dans le choix des traitements, etc., passe vraiment par des interactions et des décisions partagées entre le médecin et son patient. Donc, on s'oriente beaucoup plus vers des décisions communes et centrées sur cet échange entre le patient et le professionnel de santé. Et on l'a vu, le patient aujourd'hui est également très présent en termes de communication.
C'est-à-dire que les réseaux sociaux, par exemple, ont permis vraiment d'offrir un nouveau territoire d'expression pour les patients qui permettent notamment dans un premier temps pour certains de sortir de leur isolement en échangeant, en partageant avec d'autres patients, en essayant de recueillir des conseils, des avis. Ça permet d'échanger aussi sur le vécu au quotidien de la pathologie. Pour certains, c'est vraiment quelque chose aussi qui les aide au-delà du traitement à sortir vraiment de la maladie. Et puis, grâce à tous ces échanges entre patients, ça permet également d'acquérir de nouvelles connaissances. Et puis, on voit également émerger un certain nombre de patients influenceurs de plus en plus, et notamment de jeunes patients qu'on voit de plus en plus sur des plateformes comme Instagram, qui sont très présents et qui partagent au quotidien leur vécu de la maladie via le prisme de l'image et qui essaient du coup d'insuffler un peu, de faire de la prévention autour de la pathologie et de montrer en fait un peu tous les aspects de la vie au quotidien avec telle ou telle maladie. Écran suivant. Et du coup, ce que l'on voit également au niveau des patients, c'est au niveau des parcours de soins. Le digital vraiment est intégré aujourd'hui dans les parcours de soins. On voit émerger de plus en plus de parcours de soins digitalisés qui vont pouvoir accompagner le patient, notamment à la sortie de l'hôpital ou dans le cadre d'hospitalisation à domicile. Ça va permettre du coup, grâce à ces parcours qui se matérialisent souvent par des plateformes en ligne, qui sont partagées à la fois par tous les acteurs du parcours, ça va permettre déjà de mieux informer le patient, de décloisonner aussi l'ensemble des différents acteurs de santé qui sont intégrés dans le parcours de soins. On peut penser au médecin à l'hôpital, avec le médecin en ville, avec l'infirmière, le pharmacien. Et du coup, tous les acteurs qui sont acteurs de la prise en charge du patient vont pouvoir suivre le patient grâce à ces nouveaux parcours digitalisés. Et puis, ça permet d'accompagner aussi dans certaines pathologies les proches et les aidants qui aujourd'hui ne disposent pas de beaucoup de solutions pour pouvoir accompagner leurs proches malades. Écran suivant. Du coup, ce qu'on a vu, on a notamment beaucoup vu lors de ce confinement, c'est que la télémédecine a explosé, notamment la téléconsultation. Et au-delà du bénéfice que ça apporte aux professionnels de santé, ça apporte énormément d'avantages aussi pour le patient. Déjà, ça permet de faciliter l'accès aux soins, notamment dans certaines zones de désertification médicale où du coup on a des difficultés d'accès aux médecins. Même si c'est à relativiser puisque c'est la majorité des déserts médicaux correspondent aussi aux zones de désert numérique. Donc il y a un certain enjeu aussi important sur ces sujets-là. Et ce qui est important, c'est que la télémédecine peut permettre aussi de désengorger un peu le recours aux urgences, comme on l'a vu pendant cette crise, de réduire un certain nombre de coûts, notamment des transports, et de prévenir certaines hospitalisations ou réhospitalisations. Donc, écran suivant. Et donc, derrière ça, on voit aussi l'émergence, grâce aux objets connectés, d'un certain nombre de plateformes de suivi qui vont permettre vraiment d'avoir un suivi optimisé au quotidien. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de trackers d'activité qui émergent, des montres connectées qui vont bien au-delà de la simple track de l'activité physique. On peut par exemple maintenant faire des ECG à travers sa montre. On peut avoir tout un tas d'outils à disposition via ces petits outils embarqués. On le voit notamment dans certaines maladies chroniques comme le diabète, où il y a énormément d'objets connectés qui permettent d'accompagner au quotidien les patients. Donc, il y a une vraie émergence de ces solutions-là. Et puis, Lionel en a parlé tout à l'heure, dans le cadre du plan Ma Santé 2022, il y a également un accès simplifié qui va être mené à l'ensemble des données de santé, avec la mise en place d'un espace numérique de santé pour chaque citoyen, et l'optimisation aussi du DMP qui permettra à chaque individu d'avoir un accès complet à l'ensemble de ces données. Et puis, pour terminer, c'est vrai que le patient, aujourd'hui, donc quel que soit le projet qui est mis en place, est vraiment intégré au sein des processus d'innovation. C'est un acteur à part entière. Pendant très longtemps, beaucoup d'acteurs de santé, notamment dans l'industrie pharmaceutique, ont créé des solutions digitales, des applications mobiles, des sites Internet, sans écouter les besoins du patient. Et du coup, ce sont des solutions qui finalement n'ont pas duré très longtemps, puisqu'elles ne répondaient à aucun besoin et ne correspondaient pas aux vraies attentes des patients. Et aujourd'hui, dans ce que l'on voit dans l'ensemble des solutions qui sont développées, le patient a vraiment une place importante, peut-être pas encore suffisamment dans beaucoup de projets, mais en tout cas, c'est crucial aujourd'hui d'intégrer vraiment le patient dans toute la création des solutions digitales qui vont être menées, ainsi que de la promotion derrière qui peut être faite de ces différentes solutions.
Eh bien, messieurs, un grand merci. En plus, on respecte les délais en vous écoutant. J'avais envie d'être étudiant. Alors, on va maintenant, je vais arrêter la projection et puis on va revenir à la question-réponse. Et on est tous les trois et on va, en effet, peut-être, et comme ça, on vous la présente. C'est mieux en visage. Sophie, notre directrice adjointe. Bonsoir Merci. tout le monde. Est-ce qu'il y a eu des questions, des remarques? Eh bien non, ça écoutait sagement. Alors, attendez, je vois le chat qui s'anime. Merci Antoine de lever le pouce. Et parmi les participants, avez-vous des questions ou des remarques? Moi, pendant que vous écrivez vos questions, j'en ai une aux deux experts. D'ailleurs, deux thématiques. Vous n'avez jamais prononcé le terme de médecine prédictive avec tous ces objets connectés et cette auto-mesure. Est-ce qu'il n'y a pas tout un pan de la médecine qui est en train de switcher? Et on voit arriver aux États-Unis, j'ai perdu le nom, ça y est, mais une application qui est sur ordonnance, c'est-à-dire le digital devient une thérapie. Ça aussi, c'est une tendance. Peut-être vous faire réagir sur ces deux aspects. Sur le sujet des thérapies digitales, on a justement fait une webconférence hier avec Lionel, avec le Club Digital Santé. C'est quelque chose qui est en train d'exploser. Les thérapies digitales, notamment dans le cadre des maladies chroniques ou dans certaines d'autres pathologies comme en ophtalmologie, etc. On voit qu'il y a une prise en charge, une évolution de la thérapie à travers des outils numériques qui finalement suivent les mêmes protocoles plus ou moins que des thérapies, on va dire, classiques, avec des études cliniques, avec des tests en vie réelle auprès de différents patients et qui permettent d'accompagner les patients dans certaines pathologies. Donc on en voit beaucoup, notamment autour de la douleur, où vous allez par exemple utiliser des casques de réalité virtuelle pour vous évader et ne plus ressentir la douleur. Ça peut être utilisé notamment dans le cadre d'anesthésie en chirurgie. On voit émerger ce type de solution, ou dans le diabète, avec des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui permettent vraiment d'accompagner le patient sans avoir besoin d'avoir une thérapie, on va dire, chimique. Donc, c'est des choses qui sont en train d'évoluer et c'est justement une opportunité aussi pour certains acteurs de s'orienter vers ces solutions aujourd'hui. Pour la médecine des 4P, 5P, 6P, on peut en rajouter. Voilà, j'aime bien rajouter le P du pognon en général parce qu'il est important pour développer les choses. Mais il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect sur la prévention. Il y a un enjeu énorme sur la prévention parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes, ça va être les maladies de notre époque. L'OMS tire la sonnette d'alarme sur la sédentarité. On sait que les objets connectés comme les montres peuvent aider à bouger plus, à s'activer. Donc, on dit souvent qu'on passe du cure au care. Donc, on passe du soin à la prévention avec la digitalisation de la santé parce qu'on va revenir plus en amont sur anticiper, éviter les problèmes de santé. C'est extrêmement important. Et puis après, sur les autres pays, il y a des choses. Par exemple, une start-up française qui s'appelle PrediLife. PrediLife a un logiciel qui a été développé depuis une dizaine d'années maintenant, qui va permettre de calculer à partir de l'historique du patient, de sa mammographie. Donc, on va calculer un algorithme de ce qu'on appelle la densité mammaire et avec des tests génétiques, on va pouvoir arriver très tôt sur du dépistage de cancer du sein chez la femme, sur des femmes beaucoup plus jeunes. Aujourd'hui, on dépiste plutôt sur l'âge. À partir de tel âge, vous allez commencer à rentrer dans un cycle de dépistage. Là, on pourrait dépister vraiment sur quelque chose de très personnalisé, sur un profil avec une réalité de données génétiques et puis de données. Et ces deux logiciels-là qui sont là, il y a Mammorisk qui est le logiciel global et Densimamo qui calcule je vous fais le détail parce que après, la question qui se pose, c'est quel statut ont ces logiciels-là? Est-ce que ce sont des dispositifs médicaux de quelle classe? Est-ce que c'est la classe la plus légère, comme les lentilles, on va pouvoir communiquer dessus facilement, ou est-ce que c'est la classe la plus lourde, comme les appareils de radiothérapie? Et c'est ça qu'on va aussi transmettre dans le MBA, c'est-à-dire qu'on l'a voulu le faire un MBA dédié santé. On reprend 2/3 du MBA classique sur les fondamentaux techniques, tactiques du digital, mais il y a un tiers qui est purement santé parce qu'on sait qu'il y a un cadre réglementaire particulier, parce qu'on sait que ces appareils-là ont des statuts particuliers, parce qu'on sait que la communication sur les réseaux sociaux, sur le web, nécessite un encadrement particulier. Et donc, on a aussi prévu dans les intervenants des équipes qui sont légales, réglementaires, pharmacovigilance,
Alors, ça peut paraître un peu rébarbatif, mais c'est nécessaire dans ce domaine-là de bien encadrer et spécifier les statuts de ce qu'on va vous proposer. Merci. Vous voyez, ça va pas arrêter, quoi. Enfin, s'il y avait quelque chose à résumer, c'est que on est au cœur d'un nouveau départ, qu'il vaut mieux être dans la roue que sous la roue, et dans la roue, il vaut mieux être moteur que hamster. Alors, on a des questions. Oui, alors il y a une première à laquelle j'ai répondu déjà un peu dans le chat. C'était à partir de quel niveau on peut accéder à ce MBA. Donc, c'est un MBA, c'est un bac plus 5. Donc, on y accède en théorie avec un bac plus 4 ou un bac plus 5 d'ailleurs. Cependant, il y a des équivalences. Donc, dès qu'on a un bac plus 3 et plus de 2 ans d'expérience professionnelle, si je ne me trompe pas, on peut accéder à ce MBA. Et de la même façon, moins le diplôme est élevé, mais plus l'expérience professionnelle est élevée, plus les équivalences marchent. D'ailleurs, on a une infirmière dans les premiers inscrits. Là, on a une infirmière. Donc, bien au contraire. Et Lionel l'a dit tout à l'heure, sur les profils, on n'est pas le MBA des labos. Les labos sont un des acteurs de cette chaîne de valeur. On est le MBA de la transformation digitale du secteur, et si le patient est centrique, il est centrique, quoi. C'est les labos. Et donc, on a, en termes de profil, vous pouvez être un professionnel de la santé en activité, vous pouvez être un entrepreneur. On a régulièrement des étudiants qui font nos MBA part-time en lançant une activité soit from scratch, soit elle est déjà active, et ils viennent chercher chez nous toutes les armes pour bien lancer leur start-up. On a des gens qui veulent se diriger vers le conseil et avec leur premier métier, ils se retrouvent évidemment avec des nouvelles compétences. Et on peut avoir des jeunes diplômés en contrat de professionnalisation dans une entreprise. Et d'ailleurs, cette mixité, elle est dans l'ADN de DMB depuis 5 ans. Il n'y a pas 30 cas de 30 ans, costard-cravate, des moules, et puis digital native d'un autre côté. On mélange ces populations parce que c'est ça la transformation digitale. C'est plus les geeks d'un côté, la bulle de lit quelque chose et le monde réel de l'autre côté. Mais on peut donner d'autres exemples, peut-être Lionel de mémoire sur nos inscrits. On a quelqu'un qui vient d'une institution qu'on connaît très très bien, donc d'une institution dans le monde de la santé. Voilà, donc on a des profils très divers avec des objectifs très divers. Soit certains qui vont accompagner la transformation de leur institution ou de leur entreprise. C'est le cas de la personne, je ne vais pas donner son nom là, je ne le vois pas dans la liste. Donc voilà, mais et puis on a des gens qui vont être en reconversion ou effectivement en projet de création. Donc tu l'as bien dit, le projet personnel, professionnel est au cœur de notre réflexion. Donc on va beaucoup parler avec vous. Alors, je vois qu'il y a quelles sont les modalités d'admission. Alors, déjà, vous allez vous faire acte d'intérêt. On va faire un entretien avec Vincent, en général tous les deux, pour pouvoir voir avec vous, répondre à vos questions si vous en avez encore, voir votre profil. On va vous demander un CV, une lettre de motivation. Et puis, on va vous dire si oui ou non, et vous allez nous dire si vous êtes toujours intéressé. Nous, on va vous dire si on pense que vous correspondez au MBA et qu'on va pouvoir vous apporter quelque chose, que le but, c'est pas juste de récupérer un étudiant, c'est qu'on puisse vous apporter quelque chose dans votre projet, dans votre parcours. Et à partir de là, vous ferez acte de candidature sur le site Internet et puis vous aurez une réponse de notre part sur ce sujet. Est-ce que j'ai bien présenté? Alors, je suis pas le roi de l'administratif. Normalement, c'est pas moi qui m'en occupe. Tu avais tout juste. Et à propos de l'enseignement, une question très légitime d'Edouard, surtout en cette période d'incertitude sanitaire, qui est comment on prévoit le mélange de présentiel et de distanciel. Déjà, est-ce qu'il est prévu et comment on fait? Merci Edouard de cette question. On va essayer dans le module de chat, je vais vous retrouver l'article que Microsoft a réalisé sur nous parce que le MBA DMB, au mois de mars, avait encore 500 heures de cours, 7 promotions, 8 compétitions finales, 12 masterclass sur 175 étudiants dans 5 villes. Imaginez-vous bien que le lundi, en fait, 16 mars, tout a basculé à distance avec des nouveaux modes d'enseignement et on a testé ces 500 heures
si bien qu'on avait imaginé des cours présentiels et des cours distanciels, que depuis le mois de septembre, nos autres part-time des autres années ont continué à avoir cours et qu'on a testé pour vous la situation du jour. Des cas contacts, des gens en attente de leur test, des entreprises qui ont dit tu vas te former mais tu ne bouges pas de chez toi, tu ne vas pas en zone rouge te former, et puis des peurs et des craintes légitimes de certains et certaines, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est la réalité. Et donc, on a mis en place le présentiel et le distanciel. Donc, dans tous les cas, et on a, je crois on a une candidate, son entreprise a dit ouvertement, les 8 premiers mois, tu ne te déplaces pas, et elle sera en full distanciel. On a une autre inscrite et membre qui est dans un autre pays du Maghreb, elle a pas, tout est fermé, elle sera en distanciel. Attention, on parle de live, on parle de promotion, d'expérience humaine, on parle pas d'e-learning enregistré et puis vous suivez des cours, puisque la richesse de cette transformation du temps long, c'est la promotion. Donc, il y aura en fait la possibilité de le suivre 100% distanciel, mais intégré dans la promotion dès début novembre. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu et merci Lionel pour l'article en effet de Microsoft Experience. Et on a beaucoup de témoignages de nos étudiants. N'hésitez pas, le hashtag MBA-DMB sur LinkedIn, on les contrôle pas, c'est du spontané. Ils vont vous transmettre tout ce qu'ils ont vécu dans cette période de confinement qui pour nous était un test finalement de la présentation des mois à venir dans la pédagogie. Et je finis d'œil, pardon, je suis ému, je voudrais juste dire bonjour à Isabelle Fédieu, dont je parlais tout à l'heure, qui nous a rejoint. Tu as raté le slide sur ton histoire. J'espère que je n'ai pas trahi ton parcours et que je l'ai bien expliqué. Vas-y Lionel, pardon. Si je peux rajouter, effectivement, j'ai diffusé le lien Microsoft. Dès le mois de février, j'avais écrit sur LinkedIn et je peux vous diffuser aussi cet article-là. Avec justement les étudiants de Shanghai, puisque dès février, on avait des étudiants de Shanghai, certains étaient bloqués, confinés là-bas, certains étaient rentrés en France, mais étaient en quarantaine en France, et puis d'autres étaient en présentiel, donc on avait à mixer une formation à la fois avec des étudiants sur place, à la fois, et on a beaucoup appris en tant que prof, et d'ailleurs l'EFAP a bien restructuré la façon dont on va échanger, et avec Rémi, quand on en a discuté, on s'est dit que c'était vraiment une force aussi de faire du distanciel. Ça veut dire que pendant nos cours, on a prévu à tout moment de faire intervenir aussi des témoignages, des startups, des invités exceptionnels, parce que là où je pouvais pas le faire avant en présentiel, faire venir quelqu'un pour 20 minutes dans l'école à Paris, qui est magnifique d'ailleurs, vous verrez si vous avez l'occasion de nous rejoindre, et quand même on essaiera de se voir en présentiel de temps en temps, mais en tout cas, on va pouvoir faire venir régulièrement des entrepreneurs, des porteurs de projets qui viendront témoigner sur le cours du jour. Et ça va être une vraie force. On fera beaucoup d'interactivité. On a des outils. L'école est partenaire de Klaxoon, ce qui permet beaucoup d'interaction aussi avec les élèves. On a repensé notre façon de transmettre en faisant pas des cours de 4 heures avec juste une pause au milieu, mais en faisant, je dirais, une organisation beaucoup plus séquencée et rythmée pour s'adapter à ça. Donc, il faut tous faire un effort là-dessus. Vous avez tous fait de la visio depuis des mois, donc vous voyez combien ça peut être difficile, agréable, puisqu'on est là, mais difficile. Donc, on fera en sorte que ce soit le plus interactif possible. Et puis, on va pas se cacher, un MBA, c'est aussi beaucoup de travail personnel. C'est un travail sur votre thèse, c'est une curiosité personnelle pour aller plus loin ou différemment des cours qu'on peut vous donner aussi parfois. Donc ça sera très important. Et là aussi, n'hésitez pas à en parler. Moi, j'ai fait ce parcours-là il y a une dizaine d'années avec 3 enfants dans un laboratoire pharmaceutique à l'époque. Voilà, c'est quelque chose qui est assez intense, mais extrêmement enrichissant aussi. Et donc qui change une carrière et qui permet d'ouvrir les chakras avec ce qu'on nous apprend et avec les gens qui sont avec nous dans l'apprentissage. Désolé, je parle beaucoup. Ah non, mais ça a secoué la communauté des professionnels de santé. Il y a quelques jours, Rémi a reçu un email du DG du premier site d'information historique sur la médecine. Il m'a dit je veux venir. Partager, enseigner, rencontrer ces étudiants, c'est le premier programme en France. Il n'y a
pas aujourd'hui sur le marketing et la com, la transformation digitale de programmes tels que celui-ci. Et post-Covid, on en est très, très fiers. Il y a eu quelques autres petites questions, mais j'y ai répondu dans le chat, notamment sur la taille de nos promos. Mais c'est tout pour l'instant. D'accord. Mais de toute façon, on va… incroyable, on respecte notre agenda à la lettre. Peut-être en 1 minute ou 2, Rémi et Lionel, si vous aviez un conseil à un futur étudiant à donner, quel serait-il? De mon côté, en fait, c'est quelque chose que je trouve qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a des usages avec le digital. Dans la vie de tous les jours, dans son quotidien, pour faire ses courses, pour échanger avec la famille, pour faire énormément de choses. Et tout simplement, pour réussir à transposer tous ces usages dans son quotidien professionnel, acquérir des connaissances et des compétences pour pouvoir justement développer tous ces usages, c'est important. Et donc, une formation telle que le propose le MBA est cruciale pour pouvoir justement se développer et pouvoir du coup aller sur de nouveaux métiers qui vont émerger et qui sont déjà présents aussi. Moi, le conseil, ça serait de dire, voilà, qu'est-ce que vous avez comme meilleur investissement à faire aujourd'hui? Et c'est pas simplement aux étudiants, c'est aussi aux entreprises. Où est-ce que vous pouvez investir le mieux aujourd'hui pour votre transformation digitale? Est-ce que c'est dans le nouvel outil, le 2e CRM, le 3e logiciel de visio? Est-ce que, voilà, non, c'est dans les gens. C'est dans les gens et dans les compétences, c'est dans la culture de l'entreprise. C'est dans votre employabilité à titre personnel aussi, parce que se former au digital, ça veut dire je dirais s'ouvrir la porte pour des années et des années à venir, parce que encore une fois, vous allez acquérir des soft skills, parce que vous allez acquérir, je dirais, une compréhension de l'écosystème qu'il faudra entretenir dans le temps, bien sûr, mais qui vous sera utile tout au long de votre vie professionnelle. Donc voilà. Donc je pense que post-Covid, comme on le dit, c'est le moment ou jamais je dirais, d'accompagner la transformation de son entreprise, d'accompagner la transformation de son parcours professionnel, parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, du meilleur et aussi sûrement de difficultés. Et c'est justement en étant le plus agile possible, en étant le plus compétent possible, en étant avec les chakras les plus ouverts possibles, qu'on peut affronter ces périodes-là. Et c'est typiquement ce qu'on veut faire. Et juste pour conclure, mais c'est pas sur la question, mais j'espère que vous aurez autant de plaisir à vivre cette formation, qu'on a eu de plaisir à l'imaginer, à la construire. Et je remercie Rémi, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur le contenu. Je remercie aussi Sophie, Vincent et Arnaud, avec qui on a beaucoup travaillé sur imaginer ce parcours-là. On a vraiment, vraiment envie. On a des invités, parce qu'on vous a pas dit, mais il y a des visionary class. À chaque fois que vous avez 3 jours de cours, vous aurez un soir, on fera venir un invité exceptionnel pour partager son expérience d'entrepreneur, pour partager sa vision de la transformation du secteur ou des choses comme ça, y compris, moi j'ai quelques contacts aux États-Unis ou en Chine où on aimerait bien aussi faire intervenir des personnes intéressantes là-dessus. Donc nous, on s'éclate bien à le faire et on a envie beaucoup que vous éclatiez à le vivre et que ça vous aide pendant très, très, très longtemps après dans votre parcours professionnel. Merci beaucoup. Je crois que Sophie également t'a répondu aux différentes… Y a-t-il un âge limite de 18 à 77 ans? C'est comme Tintin. 18 ans, il faut quand même bac plus 3 expérience ou bac plus 4. Donc voilà, disons de 22, 23 en général. Notre record en 5 ans, c'est 57 ans. Mais je crois que là, dans les candidats de cette année, j'en ai un plus âgé. Et j'ai souvenir dans mon autre vie de MBA, j'avais eu un étudiant brillant. Non, je l'avais refusé une année. Il était re-rentré l'année d'après en disant je veux vraiment faire ce MBA. Et ensuite, on a eu son père, et son père était médecin. Il a fait le MBA, c'était à l'époque de la bulle Internet. Hein, on parle de 99-2000. Il a fini en start-up à 55 ans dans le digital et a recréé plus tard une nouvelle clinique 2.0. Voilà, donc pas d'âge limite, mais un timing. Être pionnier, moi c'est mon conseil, hein, être pionnier dans un domaine, je n'ose vous dire la liste de mes premiers étudiants il y a 20 ans,
il y a quelques-uns sont dans le board, c'est les premiers, quoi. À un moment donné, ceux qui vont être là en premier et qui participent aussi à cette co-création avec vous. Et vous le savez, vous le savez pas, on vous l'a pas dit, mais en fait, on n'a pas programmé toutes les heures, Rémi et Lionel et moi. On a gardé des heures vierges. Vous avez vu l'actualité. On serait des escrocs si les 400 heures, c'est calé. Oh là là, dans 6 mois sur la santé digitale. C'est pour ça qu'on est allé chercher des gens comme Rémi, comme Lionel et tout ce board. Et c'est notre obsession au DMB, être en prise directe avec le marché pour en ressortir des tendances qui vous apportent des compétences nécessaires à votre réussite. Voilà le conseil qu'on avait à vous donner. Il est maintenant 20h10 pour respecter notre dernier délai. Merci. Alors, Madja, encore une question. Je pense qu'on répondra Majda, envoyez-nous un mail, je vais vous mettre mon mail et on vous donnera tous les renseignements. Okay. Et où dois-je impeccable. Merci Edouard, merci Sandrine, merci Nasser, merci Isabelle de ton support. Merci Isabelle et bonjour à toi. Bonjour à toi, on a hâte de te voir au sein du VMBA venir raconter tout ça. Merci Delphine, merci Arani, merci à tous et surtout, merci à l'équipe Sophie et Arnaud et puis Lionel et Rémi. Je sais que il y a eu le club digital, il y a eu les confs, des Zooms, je vous ai suivi sur Twitter, vous n'avez pas arrêté de la journée. Je crois qu'on a bien gagné notre pause personnelle. Merci encore, n'hésitez pas et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous, bonne soirée. Au revoir.